Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la terrible rencontre de ce fameux 16 septembre contre le Paris Saint-Germain. Une défaite sur le score de 1-0 acquise par le PSG dans les dernières minutes du match dans un scénario absolument incroyable où même à 11 contre 9 nous n'arrivons pas à battre le Paris Saint-Germain. Grenat Forever est évidemment avec moi pour parler de cette rencontre. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonjour Monsieur Socket, écoute, ça va, ça peut aller, ça pourrait aller mieux, mais bon. Moi, je sens quand même que tu es un peu plus en forme que la plupart des supporters de la communauté messine qui après le match étaient un peu effectivement désespérés. Donc c'est la raison pour laquelle on va... Désespéré, oui et non, il y a quand même des motifs, quelques rares motifs de satisfaction, mais bon. On va en parler, Grenat Forever. Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce débrief de la rencontre. Avant de commencer, j'aimerais bien évidemment vous remercier tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés dernièrement à notre chaîne YouTube. On approche des 600 abonnés et c'est vraiment super d'avoir tout votre soutien. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous êtes à peu près une personne sur deux à ne pas être encore abonné parmi ceux qui regardaient nos vidéos. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. En plus, ça nous soutient énormément d'avoir votre soutien à travers cet abonnement. Utilisez les commentaires un peu pour nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre, parce que je sais que bien évidemment certains se sont lâchés, donc comme j'ai dit, sur les réseaux sociaux de plusieurs manières. On a vu des petites pépites avec Grenat Forever avec qui j'ai regardé le match justement ce mercredi 16 septembre. Bien évidemment, votre avis est aussi important que le nôtre, donc n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Deuxième chose, je vous rappelle que ce débrief il est coupé en plusieurs parties. Vous pouvez aller dans la description de la vidéo, vous sélectionnez la partie qui vous intéresse. Comme cela, voilà, vous pouvez même faire plusieurs parties, parce que vous savez que nous, on aime bien faire des débriefs assez complets avec Grenat Forever. Grenat Forever, avant de parler du détail du match, un petit rappel quand même sur le contexte de la rencontre. Il faut savoir que cette rencontre contre le Paris Saint-Germain aurait dû être la première journée de championnat pour le FC Metz, et que du fait du beau parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on a déplacé cette rencontre à ce mercredi 16 septembre. Et donc c'est le troisième match pour le Paris Saint-Germain et pour le FC Metz, qui compte donc pour la première journée finalement de championnat. Et c'est donc effectivement Grenat Forever pour les deux équipes, pas seulement que pour le FC Metz, mais aussi pour le Paris Saint-Germain. Une semaine assez compliquée où on avait 3 matchs à jouer. Le premier match qui a eu lieu le dimanche qui précédait, donc 3 jours avant la rencontre entre Metz et le Paris Saint-Germain, sachant que après cette rencontre contre le Paris Saint-Germain et Metz, une autre rencontre est prévue ce week-end pour les deux équipes. Donc une semaine assez chargée pour deux équipes, Grenat Forever, qui en plus n'avaient toujours pas gagné de match dans ce championnat. Bah, exactement, autant pour Metz, on aurait pu se dire au vu du calendrier que ça aurait pu être possible, autant pour Paris. C'est un petit peu inquiétant de les voir commencer par 2 défaites, ce qui ne leur était plus arrivé depuis, je ne sais pas combien d'années. Ouais, c'est vrai que les deux équipes ont un peu raté leur début de championnat, à la fois dans le résultat comptable, mais aussi dans le contenu. On sait que le contenu à Metz a été assez compliqué sur certains points. On va pas y revenir parce qu'on a déjà fait de nombreux débriefs que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Pour le Paris Saint-Germain, c'est pareil, le contenu n'y était absolument pas, que ce soit contre Lens ou que ce soit contre Marseille, même si on va en parler après pour les 11, mais notamment l'équipe du Paris Saint-Germain est assez remaniée pour plusieurs raisons dont on va évoquer pour la partie qui va suivre tout de suite. Effectivement, parce que après ce contexte, on peut maintenant parler du 11 des deux équipes. Alors avant de parler en détail du FC Metz, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le 11 du FC Metz, Grenat Forever, le Paris Saint-Germain, qui venait donc avec une équipe. Alors en avant-match, on avait parlé avec notamment Arthur, que je salue, qui était supporter du Paris Saint-Germain, qui a un peu apporté son avis sur la rencontre. On n'a pas eu vraiment de surprise sur le 11 mis en place par Thomas Tuchel contre le FC Metz, parce que on s'attendait à un 4-3-3. Avec finalement parmi les joueurs qu'on avait évoqués, les attaquants Sarabia, Di Maria, Icardi, pas de surprise à ce niveau-là. Le milieu de terrain, c'était Draxler, Gay, Herrera, pas de surprise aussi par rapport à ce qu'on avait évoqué en avant-match. Et en défense centrale, et notamment sur les postes de latéraux défensifs, là par contre, je crois qu'il y a eu, c'était pas annoncé Baker sur le poste de latéral gauche. Je crois que c'était Bernat qui avait été annoncé dans un premier temps.
mais finalement c'est Baker qui joue en latéral gauche, et il y a aussi Diallo. Assez surprenant de voir Diallo effectivement avec Marquinhos et Dagba en tant que latéral droit dans les buts. C'était donc Keylor Navas qui revenait de blessure. Petite incertitude aussi, mais ça avait été quand même annoncé que normalement il devait occuper la place dans les buts. Côté FC Metz, Grenade Forever, alors là par contre, on s'est marré quand même en avant-match, parce que là, Grenade Forever, on va dire qu'on était impatient, Grenade Forever, de voir le 11 quand on sait ce qui s'est passé, tu sais, à Lille. Quand on a vu cet alignement de joueurs assez défensifs, on se dit mais est-ce qu'il va aller sur la même ligne, ou est-ce que après avoir pris beaucoup de critiques, Vincent Aignan va nous apporter quelques éléments offensifs? Et finalement, Grenade Forever, système alors c'est un 3-4-3 si l'on veut, c'est un 3-4-1-2, c'est-à-dire qu'on a les 3 défenseurs centraux qui ont joué contre Lille, à savoir Fofana, Boy et Dylan Brown. Les 2 latéraux, latéral droit, Fabien Santonge. Latéral gauche, ce n'est pas Mathieu Hudol, mais c'est Thomas Delaine. Milieu de terrain, Pajot Maïga, devant la ligne défensive. En numéro 10, Farid Boulaya. Et alors là, le duo d'attaquants, alors celui-là, on l'a pas vu venir. Monsieur Habib Diallo, toujours là, je vous rappelle, qui est en instance de départ, mais qui est toujours là, avec Monsieur Ibrahim Agnan. Quand on voit Grenade Forever, tu sais, ces éléments offensifs dont on ne pouvait pas soupçonner la présence. Je pense à Thomas Delaine, par exemple. Je pense au duo Habib Diallo, Ibrahim Agnan, au poste de numéro 10 de Farid Boulaya. Quand tu vois ça, Grenade Forever, en avant-match, juste quelques minutes avant le début du match, tu te sens comment? Tu te dis, oulala, il a entendu les critiques, Vincent Aignan, il a réagi, il met des joueurs offensifs, il veut faire un coup. C'était quoi ta réaction par rapport à cela? Bah moi j'ai eu une réaction, j'étais content. Il a été en adéquation avec ses propos qu'il a tenus en conférence de presse 2 jours avant. Ce qu'il n'avait pas fait malheureusement dimanche. Il n'avait pas suivi, ses propos ne s'étaient pas concrétisés en actes. Contre Lille, ouais, contre Lille, pour rappel. Là, les propos qu'il dit en conférence de presse, ça se concrétise au moins dans la composition de départ. C'est-à-dire remettre Farid Boulaya en 10, mettre un attaquant en plus, sortir du coup un milieu défensif en la personne de Victoria Angban, tout en gardant une certaine assise défensive, en gardant ce système à 3 derrière, quoi. Bien sûr, et juste deux petites choses, Grenade Forever. Et en mettant Thomas Delaine aussi, bien sûr, un joueur un peu plus offensif que Mathieu Hudol, donc c'est qu'il y avait des idées de pouvoir prendre le couloir, de jouer des coups, car il savait qu'il y avait des latéraux qui n'étaient pas là côté Paris, qui voilà. Bien sûr, élément offensif et effectivement assez surprenant, d'autant que effectivement on l'attendait au tournoi, Vincent Aignan, parce que tu vois, c'est là où je me dis, et on parlera après de la suite de la responsabilité de Vincent Aignan dans la défaite, mais première chose à dire, c'est il fait finalement le 11 que tout le monde attendait, tu vois. Pas trop critiqué sur ce niveau-là, quoi. Tout le monde voulait des éléments offensifs un peu plus importants que par rapport à Lille. On a les éléments offensifs dans un système en 3-4-1-2 qui justement pousse à avoir plus de réalisme, pas de réalisme offensif, mais en tout cas plus de pression offensive quand tu vois notamment une attaque à 2 joueurs avec Diallo et Ibrahim Agnan, et à la création notamment Farid Boulaya. On a fait le tour, je pense, Grenade Forever sur les 11 des 2 équipes. On a déjà donné beaucoup d'éléments sur notamment le PSG dans l'avant-match, donc on va pas aller dans le détail sur le PSG, plus que ce que l'on vient de dire à l'instant. Passons au cœur du débrief Grenade Forever. Ce match. Ce match que l'on va découper, tu sais, en plusieurs faits marquants, d'accord, pour un peu en parler de ce qui s'est passé. Et après cela, on parlera bien évidemment de certains sujets précis, tu vois, concernant les joueurs du FC Metz. On peut distinguer plusieurs phases Grenade Forever, si je pense que tu es d'accord, et notamment la première phase qui est de la première minute de jeu jusqu'à la 65e minute de jeu, qui est une phase où le FC Metz et le Paris Saint-Germain sont à 11 contre 11, et où on a pu voir, et on était un peu content quand même, Grenade Forever, c'était par rapport à Lille surtout. Le système avec les 2 attaquants et le meneur de jeu qui est juste derrière Habib Diallo et Ibrahim Agnan font que dès que le Paris Saint-Germain avait la balle, tu sais, sur les lignes basses, notamment les défenseurs centraux, il y avait de la pression, tu sais, des attaquants du FC Metz. Franchement,
comparé à Lille où on a été vraiment très très bas, où on n'avait qu'une seule pointe, donc le pressing des offensifs était quasiment inexistant, tu vois. Là, par contre, on sent que dès le début du match, on veut mettre une pression plus importante sur la défense adverse quand elle a le ballon, mais aussi sur les milieux de terrain pour justement pousser l'adversaire à soit, je dirais, se précipiter dans l'acte de passe ou en tout cas rater, tu vois, ses passes pour pouvoir récupérer plus facilement le ballon. Et c'est là où derrière tu as toute cette ligne de défenseurs derrière, hein, ces 5 joueurs si je compte les 2 latéraux défensifs pour justement intercepter les ballons sur cette rencontre. Et d'ailleurs, et après je te laisserai la parole sur cette première période, Gone Forever, mais pour information au niveau des statistiques, Metz réalise 10 interceptions de ballon en première mi-temps. Le PSG en réalise que 3. D'accord, 8 tacles, 10 interceptions, ce qui montre bien que, tu vois, cette idée de presser l'adversaire avec les offensifs pour pousser justement les passes, pour essayer de faire des passes un peu pour percer la ligne des offensifs du FC Metz, hein. C'était un peu pour les pousser à prendre des risques du côté du PSG et après utiliser les défenseurs et les milieux de terrain pour intercepter les ballons. Ça a plutôt quand même bien fonctionné, on peut dire, Grenade Forever sur la première mi-temps et même sur le début de la deuxième mi-temps, hein. Ah, mais ce qu'on a vu pendant moins 60, je vais même pousser jusqu'à la 70e minute, c'était très très cohérent. Bloc assez haut, j'ai trouvé que on a récupéré quand même beaucoup de ballons. Bon, alors des fois on pouvait se faire, on se faisait des fois passer dans le dos avec Di Maria parce que voilà, bien sûr, Santos n'avait pas forcément d'aide de Maïga, mais qui faisait déjà un tel boulot au milieu de terrain que c'était peut-être un peu difficile pour lui de venir compenser et d'aider Fabien Santos. Mais malheureusement, sur la première mi-temps, c'est Paris ou pas Paris, ce qu'il faut retenir, c'est que Metz a manqué cruellement de réalisme, ce qui nous faisait déjà énormément défaut l'année dernière en première partie de saison, en plus de nos erreurs défensives, évidemment. Bien sûr. Et là, quand tu es assez bon défensivement, tu as 2-3 occasions, tu sais que c'est Paris en face, que tu n'en aurais peut-être pas des dizaines, et tu as, je trouve, quand même, pour moi, 2 occasions qui sont très franches, et tu ne les concrétises pas. Et c'est un peu inquiétant à ce niveau-là, quoi. Surtout après 2 matchs sans marquer. Oui, tu parles bien évidemment de l'action où il y a un centre qui est fait, je crois, je crois que c'est Farid Boulaya pour Habib Diallo qui malheureusement ne peut pas cadrer sa frappe. Et alors après la passe, très belle passe de Farid Boulaya pour Ibrahim Ayane dans l'axe du terrain où il réalise un bon contrôle. Voilà, il réalise un bon contrôle. Oui, il réalise un bon contrôle, il veut emmener la balle, malheureusement ça touche le tibia et la balle est poussée trop loin et c'est arrêté par Navas. C'est vrai que l'aspect défensif sur ce match a été plutôt bon. Tu l'as souligné parce que notamment parce qu'évidemment le réalisme offensif, tu l'as très bien résumé, mais pour revenir sur l'aspect défensif, le PSG a quand même énormément tapé sur le côté de Fabien Santonz sur la première mi-temps. Et je dirais même que, tu sais, quand tu vois par exemple que l'équipe note assez bas Fabien Santonz en termes de notes, je pense que c'est vrai que la première mi-temps, Fabien Santonz est un peu isolé vis-à-vis de l'attaque du PSG, notamment du côté gauche du PSG. Et pour expliquer le schéma, c'est Bakker, quand Bakker en fait a la balle sur le côté gauche et en poste de latéral gauche, quand il emmène la balle sur le côté, il déborde pas comme fait Dagba sur le côté opposé. Lui, il va avoir énormément tendance à rentrer à l'intérieur. Et comme c'est un latéral défensif, normalement, il est censé être, tu vois, marqué par Fabien Santonz au final. Parce qu'ils sont tous les deux normalement sur le même couloir en gros. Et le problème, c'est que Fabien Santonz a été un peu tiraillé en première mi-temps entre l'idée d'aller sur Bakker pour récupérer la balle. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que quand lui essaie de se mettre un peu en opposition vis-à-vis de Bakker, ça partait immédiatement dans son dos. Ça a permis à des joueurs comme Sarabia, mais aussi Di Maria, d'avoir des actions dangereuses vis-à-vis d'Oukidja, qui d'ailleurs fait de très bons arrêts en première mi-temps face à ces joueurs-là. Mais tu sens évidemment qu'il y a vraiment un décalage en termes d'impact, tu sais, offensif du côté du PSG, plus sur le côté gauche du PSG, donc sur le côté droit du FC Metz, où on a vraiment senti que défensivement, c'est un point qui a été énormément exploité, tu sais, par le PSG. Et d'ailleurs, après, on en parlera, mais tu sais, en deuxième mi-temps, quand notamment il va faire rentrer Bernat, mais il fait rentrer un latéral gauche et non pas un latéral droit, ce qui prouve bien que le côté de Fabien Santonz était un peu ciblé par Thomas Tuchel. Mais effectivement, à part cela, défensivement, c'est assez, je dirais, c'est assez solide. Il faut noter quand même que le PSG a utilisé un peu la même méthode que Lille en première mi-temps,
Alors, tu sais, Lille en deuxième mi-temps fait notamment ce jeu court pour jouer un peu, tu sais, en profondeur, mais tu sais, des passes courtes dans le dos des défenseurs, tu vois. Plus vraiment le jeu sur les côtés. Et le PSG va faire exactement la même chose, mais là, dans la première mi-temps de leur rencontre. Et c'est vrai qu'ils vont quand même avoir quelques occasions dangereuses où Kidja, tu sais que s'il est pas là, notamment il y a un face-à-face avec Di Maria, tu sais, où il sort carrément au niveau de Di Maria. Tu sais que voilà, on a eu la chance d'avoir Okidja, on en parlera après bien sûr, qui a permis un peu de tenir le match nul 0-0 à la mi-temps, parce que effectivement offensivement, à part 2 actions, ça a été très très pauvre pour le FC Metz, tu sais, en termes vraiment d'action offensive marquante. Hein. Et juste dernier point sur cette première mi-temps, tu parlais du bloc haut, on en parlera après. C'est quand même un bloc qui est quand même énormément étiré sur la longueur Grenade Forever. Hein. C'est-à-dire que autant les attaquants vont presser haut, mais les défenseurs restent quand même bas parce que il y a cette peur, tu sais, de Di Maria qui peut partir dans le dos. On a peur d'un joueur comme ça qui justement est une grande menace. Et je pense qui n'aurait pas peur de ce genre de joueur. Tout à fait. C'est pour ça que je dis ça. Et surtout que je pense que c'est un des éléments qui a aussi conduit aux événements de la deuxième mi-temps. On en reviendra bien sûr par la suite. À 11 contre 11, c'est pas choquant de voir ça. On joue Paris. C'est normal que les défenseurs ne vont pas non plus monter à la ligne médiane. On est d'accord. Sur un 0-0 jusqu'à la 65e minute de jeu à 11 contre 11, on est d'accord que les décisions tactiques du FC Metz sont tout simplement logiques. Tu vois, il n'y a pas de débat là-dessus. Là où ça se corse Grenade Forever, c'est à la 65e minute de jeu. Enfin, ça se corse. Ça devrait pas se corser normalement. Parce que 65e minute de jeu, Diallo, alors pas le Messin, hein, Diallo, le Parisien, le défenseur central, fait une faute sur Ibrahima Niane, qui lui voit un deuxième carton jaune. Alors je vous avoue quand même que, personnellement, je trouve que le jaune est quand même sévère, même si c'est... ce qui est sanctionné en fait c'est la faute d'anti-jeu, hein, parce qu'en gros il bloque Niane qui peut partir. Dans l'impact, on a quand même des doutes sur le fait que tu vois l'impact entre Diallo et Niane ait vraiment fait tomber Niane comme ça a été le cas. Donc c'est peut-être un peu dur, tu vois, de mettre ce deuxième carton jaune pour Diallo. Mais le fait est qu'à la 65e minute de jeu, tu es à 11 contre 10. Et donc forcément, on est un peu, tu sais, dans la configuration, enfin pas totalement, mais tu sais, la configuration de Monaco. Je veux dire, Monaco, on est aussi à 11 contre 10, et à Monaco, on est à 11 contre 10, mais on est mené 1-0, tu vois. Donc là, on veut vraiment gagner, donc on essaie de jouer plus haut, et l'adversaire, lui, par contre, va jouer plus bas face à nous. Là, ah oui, ils ont joué en bloc bas, Monaco. Ah oui, Monaco. Oui, je parle bien de Monaco. Parce qu'effectivement, Paris, c'est différent. Paris, il y a 0-0. Mais ce n'est pas forcément autant pressé que ça de marquer, parce qu'après tout, t'as 0-0, t'as 0-0 contre le Paris Saint-Germain. Il y a cette peur, Arnaud, qu'on évoquait, tu sais, en avant-match. D'accord ? Parce que t'as le complexe d'infériorité du jeu contre le Paris Saint-Germain qui te fait peur déjà avant même le début du match. Au Parc des Princes, en plus. Au Parc des Princes. Tu as cette peur, et en plus des éléments offensifs que j'ai cités, notamment Di Maria, qui a fait un très très bon match contre nous lors de cette rencontre. Mais tous ces éléments-là font que le FC Metz décide en fait de pas monter son bloc bas, tu vois, et donc son bloc tout entier, surtout compact, tout entier, de le monter pour faire pression sur le but du PSG, alors que tu as 10 joueurs de champ contre 9 joueurs de champ. Et là, on peut dire, Grenade Forever, que finalement, quand tu regardes notamment statistiquement la deuxième mi-temps, finalement, alors qu'en première mi-temps, on a genre 4 tirs en tout encadrés, deuxième mi-temps, tu as 3 tirs en tout, 0 cadré, quand même, 0 cadré. Donc tout simplement, Navas n'a pas été sollicité une seule fois en deuxième mi-temps. C'est vrai à la 65e minute de jeu, ça sera encore vrai par la suite, hein, notamment avec, on en parlera notamment de la sortie sur blessure de Bernat, mais constat que l'on fait visuellement Grenade Forever, constat que l'on fait statistiquement, le FC Metz n'a pas profité de ce premier avantage numérique de 11 contre 10 dès la 65e minute de jeu. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ça, on est d'accord là-dessus. Après, même à 10, le PSG reste quand même... on a beau me dire ce qu'on veut, il reste quand même dangereux, et
j'ai beaucoup de souvenirs de matchs où ils sont à 10 contre 11 et où ils surclassent l'adversaire. Mais le problème, c'est que dans les cas-là où ils étaient 10 contre 11, c'était une équipe du PSG qui était au complet. Alors que là, elle est remaniée. Donc là, Déjà. à la 65e, quand on voit que les Parisiens ont des bribes d'occasion, que ça passe tout le temps de Di Maria, que là en plus ils sont 10, donc on sait qu'ils vont sortir un attaquant qui sera pas Di Maria mais qui sera Sarabia, donc il y aura encore moins de poids offensivement, vu qu'il allait faire rentrer Kimpembe, qu'il y aura que donc Di Maria et Icardi, mais Icardi qui est un mec qui est un joueur de surface, donc qui va pas aller participer au jeu, donc qui va attendre que des centres. On aurait pu penser que là, Vincent Aignan aurait pu dire à ses joueurs quand même, putain, de se lâcher un peu plus, merde. Bien sûr. Et déjà, je dirais à la fois là, de changer des joueurs. Déjà. Là, je pense que les torts sont partagés parce que moi, là, je suis Oignon à la 65e minute. Et il y a deux possibilités. Soit il n'a pas envie de faire de changement, mais il change son dispositif tactique en faisant remonter Fofana en 6. Bien sûr. Et en décalant Farid sur un côté parce qu'Enguet était déjà rentré à la place de Diallo. Oui. Pour repasser dans un système en 4-3-3. Ou alors, l'autre possibilité, c'était de faire un changement, de sortir un des trois centraux, peu importe lequel, Brown Boy ou Fofana, et de mettre un joueur offensif en plus pour passer peut-être en 4-2-3-1 avec Farid en 10 au pas, et je sais pas, moi, ça aurait peut-être été du Yad, du Ambrose, qui serait rentré côté droit, tout en gardant ce double pivot Maïga-Pajot. Oui, parce que tu le fais bien de noter, quand il fait sortir Diallo justement de ce 11, ça intervient... Non, juste après, ça intervient 8 minutes après l'expulsion de Diallo. Mais ça changerait en soi, ça changerait en tes propos. C'est un poste pour poste au final. Tu vois, c'est pas l'ajout d'une menace offensive supplémentaire. Il aurait dû s'adapter, soit il changeait son dispositif, passer en 4-3-3, soit il changeait le choix de ses joueurs. Bien sûr, mais dans tous les cas, il fallait pas rester à 3 derrière en fait. On est d'accord là-dessus. On est entièrement d'accord là-dessus. C'est le dispositif que le choix des hommes. Il aurait pu, ça me dérangeait pas de garder Fofana sur le terrain, mais refais-le monter d'un cran. Et d'ailleurs, Gonna Forever, j'invite tous ceux qui ont vu notamment le débrief que l'on a fait sur la rencontre contre Monaco, où je pointe à un moment donné visuellement avec une palette, tu sais, les fameux changements de côté que faisait le FC Metz en deuxième mi-temps, où tu voyais par exemple les deux centraux du FC Metz qui ne servaient strictement à rien, puisque les changements d'aile étaient faits par les milieux de terrain et non pas par les défenseurs centraux. C'est-à-dire qu'en gros, les centraux en fait, couvraient aucune menace. Et c'est un peu le sentiment que l'on a dès ce basculement à 11 contre 10, c'est qu'on sent qu'il y a une surpopulation de joueurs pour la menace parisienne à ce moment-là, qui s'exprime, comme tu l'as très bien dit, 4 minutes après l'expulsion de Diallo, d'Abdou Diallo, le défenseur du Paris Saint-Germain, où on fait sortir Sarabia pour faire rentrer Kimpembe. Les menaces offensives restantes du côté du PSG, c'est pas compliqué. C'est Icardi qui a fait plutôt un mauvais match. D'accord ? C'est Di Maria qui effectivement marche sur le match offensivement, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et après, l'autre menace, c'est Draxler. Donc, quand tu as autant de joueurs bas qui, en étant bas, n'accompagnent pas les actions offensives du FC Metz, tu n'exploites pas ce surnombre et cette supériorité numérique que te permet l'expulsion de Diallo, tu vois. Et donc, forcément... c'est de l'extérieur tu vois ça comme du gâchis en fait, tu vois. Donc c'est vraiment un sentiment désagréable de se dire on a une supériorité, on ne l'exploite pas. Qu'est-ce que l'on fait, voyons. Et tu parles de Lyon, on en parlera après, je vais pas aller sur ce terrain-là. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a un peu, tu vois, un manque de réactivité parce que finalement la rentrée de Enguet, elle est faite que pour remplacer Diallo et elle intervient près de 8 minutes après l'expulsion de Diallo, tu vois, d'Abdou Diallo. Mais en fait, après voilà, l'entrée d'Enguet, on peut se dire il a peut-être compris avec 8 minutes de retard, mais du coup, il a envie de passer en 4-3-3, de remettre son trio avec Farid sur un côté, remonter Fofana et en fait même pas. Non, même pas. On a vu que même pas. Même pas. Donc ça, c'était problématique. On est d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'était assez problématique à ce niveau-là. Donc, on est à la 65e minute de jeu. On est à 11 contre 10 face au Paris Saint-Germain. Élément important, c'est la rentrée en jeu du côté du Paris Saint-Germain à la 84e minute de jeu de Fadiga à la place de Gueye. Pourquoi c'est important ? Parce que
Thomas Tuchel, qui a pas encore, à mon avis, potassé les nouvelles règles en place pour les changements, réalise son 3e changement de la rencontre en 3 phases différentes de remplacement. Et la règle, c'est que quand vous entamez vos 3 phases de remplacement, vous n'avez plus le droit de faire rentrer de joueurs, même s'il vous reste des changements. Et comme vous le savez, la nouvelle règle permet normalement aux entraîneurs de faire 5 changements. Et donc, qu'est-ce qui se passe 2 minutes plus tard ? Monsieur Bernat, rentré à la place de Bakker pour mettre plus de pression sur Fabien Santonze, par rapport à ce qu'on a dit notamment en première mi-temps, c'est que Tourelle a identifié que Santonze, quand on jouait dans son dos, il avait de grandes difficultés et qu'en plus il n'y avait pas de soutien forcément d'un Dylan Brown qui était central droit. Ça a légèrement changé en deuxième mi-temps parce que Brown a réussi à s'adapter, mais Bernat se blesse à la 86e minute de jeu, plus de changement disponible pour le FC Metz, et donc qu'est-ce qui se passe ? Le FC Metz se retrouve à 11 contre 9 à la 86e minute de jeu, et là on se dit mais c'est parti, ça y est, on a 10 joueurs de champ contre 8 joueurs de champ. Il faut aller sur ces Parisiens, il faut les étouffer. Qu'est-ce qu'on attend ? Ils étaient cuits. Alors nous on était cuits aussi, même si complètement cuits. Alors on était censé être cuits, sauf que petite information, à la 86e minute de jeu, on fait rentrer Angban à la place de Pajot et on fait aussi 3 changements juste avant cette rentrée-là, puisque N'Guet, Maziz, Ambrose et donc Angban rentrent durant cette fin de match. 4 joueurs frais qui rentrent pour le FC Metz. Et honnêtement, autant on a de la déception quand on voit ce qui se passe à la 65e minute de jeu, de voir qu'on est très timide à l'arrière et qu'on a peur que éventuellement Di Maria parte de notre dos, donc oh là là, il faut rester très très prudent, il faut pas monter. À la 86e minute de jeu, mais c'est pas acceptable. Un moment à la 86e, Di Maria a plus de jus, il faut arrêter. Tu fais à la limite, t'en laisses un ou deux derrière. Mais c'est pas ça, c'est que c'est pas coller Di Maria en individuel et les autres ils doivent monter, merde. Bien sûr. Et le pire c'est que beaucoup de gens me disent oui mais si Metz n'est pas monté c'est parce qu'ils avaient peur de Di Maria qui partait dans le dos. Il y a déjà effectivement le premier point que tu dis. Non mais Justin. Di Maria, bien même tu dis que Di Maria est un peu cuit physiquement. Bon la suite des événements va montrer qu'il a encore un peu de pied pour nous embêter. Mais dans tous les cas si tu montes ton bloc défensif, tu vois qu'on a Forever, que tu le montes jusque carrément le début du terrain du Paris Saint-Germain. Vous croyez vraiment que Di Maria va rester devant notre surface de réparation attendre un ballon ? Bah non, il va reculer lui aussi. Et donc, votre menace que vous attendez de Di Maria qui aurait pu partir dans le dos, Di Maria au lieu de partir depuis notre milieu de terrain à nous, il devrait partir depuis carrément la ligne médiane, voire son milieu de terrain à lui. C'est pas la même distance à couvrir, hein. Et comme tu l'as dit, physiquement, il peut pas faire non plus des courses délirantes. Et c'est là où je comprends pas pourquoi certains me disent que presser haut c'était pas la bonne solution à ce moment-là. Mais réfléchissez une seconde à la distance que doit couvrir le Paris Saint-Germain en phase de contre, s'ils sont acculés dans leur terrain à eux, entre leur terrain et le but d'Oukidja. La distance elle est énorme. Et donc quand vous pressez l'adversaire haut, vous rendez la distance de contre beaucoup plus grande. Et donc forcément, vous faites que de telle sorte à ce que vous êtes moins menacé, tout simplement. Et non, on a nos joueurs, notamment nos défenseurs qui décident de rester bas, pas aidés, et t'as raison Grenat Forever, par le fait qu'on a encore nos systèmes à 3 défenseurs. Hein, qui nous aident pas, parce qu'on a forcément, on a un seul joueur à couvrir devant, c'est tout simplement d'avoir... il y a Icardi et Di Maria en soutien éventuellement, Draxler est un peu plus loin, on a cela à couvrir et on est obligé d'être au moins 4 ou 5 pour couvrir ces 2 joueurs. Ça n'a pas de sens quoi. Et même pour rappeler, tu tentes un peu des actions mais tu sens pas l'accompagnement offensif complet du FC Metz pour essayer de marquer à 11 contre 9 à partir de la 86e minute de jeu. Tu ne le sens pas d'accompagnement offensif que tu ne sens pas durant toute la rencontre et c'est là où il y a une vraie frustration qui va atteindre la Grenat Forever, la frustration énorme à la 93e minute de jeu quand centre côté gauche de Di Maria, qui d'ailleurs fait un super centre, hein.
sais, un centre avec le petit rebond juste devant le gardien pour nous embêter. Hein. Ukidja qui, je crois, s'interpose, je crois qu'il la touche, je suis pas sûr, parce qu'il y a Icardi qui veut couper la balle, et la balle qui... oui, la touche, hein. La balle qui, en fait, sur le contre, en fait, est envoyée en l'air, et Draxler est au niveau du point de penalty, nous met une tête, et Draxler est marqué par personne. J'ai mis une photo assez délirante le soir avant de dormir, j'arrivais pas à dormir Grenade Forever, hein, où il y a, si je me trompe pas, 7 joueurs du FC Metz, hein, en phase défensif, sur le but de Draxler, et il n'y a que 2 joueurs du PSG. Dans la surface, hein. Icardi et Draxler. Non, mais c'est ça. Non, et certains ont noté que Angban était effectivement responsable individuellement sur le but, puisqu'il a le marquage de Draxler, et que finalement, il se dit, ouais, je vais pas accompagner l'action, je m'arrête là. Draxler, évidemment, est lead de tout marquage, il met le but de la tête. Bon. Non, parce qu'à la limite, voilà, on aurait pu être énervé de ne pas avoir pris de risque à 11 contre 9. Mais si ça serait fini à 0-0, on aurait retenu globalement le positif, que Metz aurait arraché un point, certes contre un Paris amoindri, mais à Paris, au Parc des Princes, ça aurait pu lancer notre saison. Mais là, c'est le pire des scénarios, c'est de se prendre un but à 9 contre 11. Non, c'est pas... Il y a pire que ça encore. Parce que tu vois, tu aurais pu acculer le PSG... en montant vraiment tout ton bloc et en les pressant et en tentant de marquer, tu ne réussis pas à marquer, et derrière on envoie en profondeur Di Maria qui gagne à face à face contre Ukidja. Mais là c'est une attaque, il a le temps de centrer le mec, et surtout nous, on a le temps de le voir arriver, bien sûr, deux dans la surface. Et surtout si tu ne te donnes pas les moyens à partir de la 86e jusqu'à la 95e, puisque le match se termine à la 95e minute de jeu, tu ne tentes aucune action collective groupée, tu envoies 2-3 joueurs. D'ailleurs, quand tu vois le tir de Maziz sur le côté gauche de Navas, il y a 2 ou 3 joueurs présents aux avant-postes à ce moment-là, et l'action où Ambrose peut la prolonger, tu sais, sur un centre, il y a centre de Maziz, je crois, Ambrose qui essaie de couper mais qui n'y arrive pas, et le joueur au deuxième poteau, c'est Fabien Santonze. Ils sont 3 sur cette dernière action avant la fin du match. Donc autant, tu vois, si tu te donnes les moyens de marquer le but égalisateur en pressant, mais que tu ne réussis pas, que tu te prends un but, en fait on aura eu juste le sentiment de dire ouais, on a tout fait pour marquer un but, on se prend un compte, c'est absolument triste et malheureux à 9 contre 11, mais au moins on aura tout donné offensivement pour marquer. Là je suis désolé, quand il y a ce but de Draxler et quand il y a surtout les 2-3 minutes restantes après le but de Draxler, on a ce sentiment que on ne s'est pas donné les moyens d'égaliser, enfin de même pas d'égaliser, d'ouvrir le score au final, et même d'égaliser par la suite. On ne se donne pas les moyens offensifs de le faire parce qu'on a eu peur. On a eu peur d'un Angel Di Maria qui aurait pu partir dans le dos, alors que le mec, il est effectivement claqué. Si tu l'amènes en contre au milieu, du milieu de terrain, il te fera pas la course pour te mettre dans le vent, tu vois. Et en plus, nos défenseurs étaient très en vue, avec notamment John Boy qui nous a tapé un 100 mètres à un moment donné. On n'a pas compris ce qui lui arrivait. Je veux dire, franchement, bien fait pour notre gueule en fait. Tu vois, c'est le sentiment que j'ai moi à la 93e quand on se prend ce but. Bien fait pour notre gueule. On s'est pas donné les moyens et on est puni. C'est bien fait pour notre gueule, tout simplement. Donc ça c'est un peu, si tu veux, Grenade Forever, et pour vous qui nous écoutez, un peu le résumé des grandes phases de ce match. Top et flop Grenade Forever de ce match. J'aimerais que l'on commence par les tops. Pour moi, je vais donner mon avis. Alexandre Ukidja, tous les jours de l'année, hiver, printemps, été, automne, on s'en moque. Le monsieur, s'il est pas là, notamment à 10 contre 11, à partir de la 65e, 2 actions dangereuses pour le Paris Saint-Germain à ce moment-là. Tu te rappelles certainement des actions Grenade Forever. Je veux dire, on peut déjà prendre un but déjà à 10 contre 11. La messe, elle est quasiment dite, hein, parce que derrière, vu comme on a tellement peur, parce qu'on a peur d'un mec qui est crevé de son faible nombre d'entraînements, des semaines les jours précédents, aka Angel Di Maria, on a tellement peur que même à mener 1-0, je te garantis qu'on n'aurait pas fait on serait pas revenu offensivement dans le match. Et Ukidja, c'est celui qui te sauve jusqu'au but de Draxler, c'est celui qui ne déçoit pas en fait. Et il peut presque rien faire sur le but de Draxler parce que au final il part au duel avec Icardi entre guillemets pour intercepter la balle. La balle elle arrive en l'air, Draxler la met de la tête dans un but qui est vide. Je veux dire, il fait le taf du début à la fin au final. Donc moi Ukidja, toi je sais pas. Est-ce que tu as un autre nom peut-être en top? À partir du moment où tu perds, c'est difficile de trouver un top. Mais ouais, non, mais Ukidja, moi je suis d'accord. Bien sûr.
Moi, je vois pas d'autres noms. De citer même si voilà, il y aurait eu match nul, il y a des mecs qui ont fait globalement leur match, mais bon, en top, non, il y a Kukija. Hein. On est d'accord. On passe à la suite, parlons du flop. Alors là, le flop, vous avez le choix. Hein. Je veux dire, là, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez parler de l'attaque, les deux attaquants de devant qui ont absolument pas été réalistes et ont pas pesé offensivement grandement vis-à-vis du comment dire de l'adversaire d'en face. On peut parler, parce que certains ont parlé de Fabien Santon qui en première mi-temps se fait totalement déborder par les attaquants du Paris Saint-Germain, même si la deuxième mi-temps elle est un peu mieux, notamment défensif. La première mi-temps défensivement, Santon a carrément plongé vis-à-vis de Di Maria ou de Sarabia, soutenu par Bakker. On peut parler aussi en flop d'Angban qui décide d'étendre sa serviette sur la plage à l'entrée de la surface de réparation, alors qu'il est au début du duel avec Draxler, tu sais, lors du but de Draxler, et qui décide de s'arrêter, hein, en disant oh je vais pas suivre l'action après tout, hein, et donc Draxler qui est libre de tout. Voilà. Le but c'est de la faute, c'est on peut, mais c'est Angban. Bah, c'est Angban qui doit être au marquage. Ça peut être un motif de flop. Moi, je t'avoue que j'ai vraiment envie de souligner que pour moi, le vrai flop de ce match, ça a été, j'irais vraiment, pour moi, les deux avant-centres, Diallo et Nian. Parce que c'est ce qu'on leur demande. Le rôle d'un attaquant, c'est de pousser le ballon au fond des filets. C'est plus simple que ça. Ouais. Dans un match comme ça, quand tu joues PSG, ils ont tous les deux une grosse occasion où ça peut faire 2-0. On peut taper sur Nan, on peut taper sur Diallo aussi, hein, sur le match-là. Bien sûr. Même si Diallo a des circonstances un peu atténuantes par rapport à son manque de rythme ou alors la difficulté de la réalisation de son action. Les grands attaquants, ça peut passer au travers 85 minutes, faire un match de merde. Mais si tu mets le but qui compte, bah, au final, tu vas retenir que ça. Ouais. Donc moi j'ai les deux avant-centres. Toi, je sais pas c'est quoi ce que tu t'en penses. Tu t'es sur ça ou t'es sur 111 ou sur peut-être Angban, je sais pas. Ah non, Fab, je veux pas. Non. Moi j'ai mes raisons qui font que je pense qu'il a fait pas un bon match. Ouais. Mais des raisons pas sportives qu'autre chose. Mais non, mais Nian et Diallo dans le même sac, je suis d'accord. Ok. Bon bah voilà, très bien. On est d'accord. Non, mais c'est voilà, les deux doivent vraiment se remettre en question parce que moi je sais pas ce qui se passe avec les deux. Écoute, on verra bien de toute façon parce que forcément c'est quand même assez compliqué comme situation avec ces deux-là. Passons, si tu veux bien, au classement à la suite de cette rencontre. Alors le Paris Saint-Germain qui donc avec cette victoire est monté à la 15e place, hein, première victoire de la saison pour eux, avec un premier but marqué pour eux d'ailleurs, hein, ce qui est une grande nouvelle pour eux. Nous n'avons pas encore marqué de but, hein, bien évidemment, et notre défaite 1-0, donc moins 3 de différence de but, nous laisse à la 18e place, place de barragiste, hein, avec voilà, en notre compagnie avec 0 points, les deux autres équipes à 0 points qui sont Strasbourg et Dijon. Comme quoi le Grand Est est dans la grande difficulté. D'ailleurs, le club qui est à 1 point juste devant nous, c'est Reims, un peu aussi dans on va dire dans l'Est de la France, hein, si l'on veut, et voilà. Mais donc le Grand Est qui est dans la mouise dans ce début de saison, il faut le noter. Prochain match, Grenade Forever pour nos Messins, c'est justement Reims qui se profile lors d'une petite rencontre ce dimanche à 15h, dimanche 20 septembre. Les Messins qui vont donc recevoir Reims, actuellement 17ème du championnat, qui a eu un petit nul seulement au bout de ces 3 matchs. Un match qui est un peu déjà le match de la peur pour les deux équipes, sachant que Reims joue au moment où nous enregistrons ce podcast contre une équipe en Europa League, c'est ça, Grenade Forever en match. Donc forcément que le résultat et le match surtout de dimanche est très attendu par tous les supporters messins. Je pense qu'on a tout dit pour ce long débrief du match entre Paris et Metz, défaite du FC Metz 1-0. Merci beaucoup Grenade Forever d'avoir participé à ce débrief. Merci à toi. Pour vous qui nous écoutez,
N'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous aussi vous avez pensé de cette rencontre. Hein. Est-ce que vous voulez vous déchaîner sur Hangban, sur Oignon? Faites-vous plaisir, cet espace vous est réservé à vous qui nous écoutez. Encore un grand merci à tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent. N'oubliez pas évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça nous fait énormément plaisir. On s'approche des 600, donc un dernier petit effort. Vous êtes 1 sur 2 à nous abonner parmi ceux qui nous écoutaient. N'hésitez pas donc à vous, l'autre personne qui ne s'abonnait pas, à vous abonner. On se retrouvera pour, je crois, le prochaine vidéo, ça doit être l'avant-match entre Reims et le FC Metz. D'ici là, portez-vous bien, les masques, très important. Et allez le FC Metz!